Voilà, donc je m'appelle Joanne Wisner et puis je suis psychologue de formation et je travaille maintenant comme formatrice avec un titre pompeux de maître d'enseignement HES en interprofessionnalité. Voilà. Et je viens, je viens de Genève, de Suisse. Enfin, j'y viens pas, j'y suis en l'occurrence. Et puis, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait une petite place dans cette soirée, à nous qui sommes loin. Voilà. Alors, maintenant, je retrouve la présentation et je vous la mets. Voilà. Ok, donc nous, on voulait vous présenter une expérience qui s'est déroulée. En fait, c'est mes deux collègues qui vont vous la présenter dans un instant. Moi, je vous présente le contexte de cette formation. Donc, cette formation s'est déroulée au Centre interprofessionnel de simulation de Genève. Et puis, je vous en dirai deux mots. On va vous présenter comment ça s'est passé, le retour d'expérience vraiment sur ce qui a été fait et puis ce qu'on envisage de faire par la suite. Et donc, d'après ce que j'ai compris, il y aura des questions qui suivront la présentation. Voilà, donc moi, je suis très contente d'être là parce que ce sera aussi l'occasion de présenter cette première expérience et puis d'avoir vos questions et retours à ce sujet. Alors, voilà. Donc, le Centre interprofessionnel de simulation, j'imagine que la simulation, ce n'est pas forcément familier à tout le monde. Donc, on enseigne beaucoup au moyen de cet outil pédagogique aux différents professionnels de la santé. Et en fait, pour ça, on engage des personnes qui jouent des rôles de patients. Donc, ils jouent une pathologie, ils miment des signes cliniques ou des histoires de vie. Et puis, ça permet aux étudiants et à certains professionnels déjà en activité de s'entraîner, en fait, de pratiquer leur métier sans risque réel pour les vrais patients. Il se trouve qu'en plus des faux patients, il y a aussi des vrais patients qui, ceux-ci, ne simulent pas, mais commencent maintenant à enseigner avec nous. Et puis, ils enseignent dans la formation interprofessionnelle, donc une formation qui concerne différents professionnels de santé et qui est finalement à l'intersection entre dont les sujets sont à l'intersection entre ces différents professionnels. Et puis, ce que nos vrais patients enseignent, c'est le partenariat patient et c'est là-dessus qu'on va se pencher là maintenant. Donc, voilà, nous, on a monté en 2012 un programme de formation à l'interprofessionnalité au Centre interprofessionnel de simulation en collaboration avec la faculté de médecine, la faculté de pharmacie et puis la Haute École de santé. Et la Haute École de santé, elle a des étudiants, alors vous me dites, hein, parce qu'en France, je crois que ce n'est pas tout à fait les mêmes termes, mais elle a des étudiants physio, il me semble qu'on dit kiné chez vous, physiothérapeute et kinésithérapeute, des étudiants en nutrition et diététique, des diététiciens, diététiciennes, infirmiers, sages-femmes, techniciens en radiologie médicale, ça je crois que c'est pareil. Manipulateur radio, je pense. Voilà, manipulateur radio. Et puis du coup, est-ce que je les ai tous dit? Sage-femme, TRM, physio, soins infirmiers et nutrition et diététique. Oui, c'est bon, ils sont tous. Le compte est bon. Voilà. Et puis donc, la formation interprofessionnelle, elle va s'adresser à tous ces différents étudiants au niveau bachelor. Donc, ça veut dire avant qu'ils aient leur diplôme, en fait. Et on a organisé ça sur 3 modules. Donc, pour les médecins ou les pharmaciens qui ont 6 ans d'études, c'est tous les 2 ans. Et puis pour les autres, c'est une fois par année où ils ont une semaine ou différentes journées dans leur parcours consacrées au travail en interprofessionnalité. Et dans notre modèle, dans notre cadre de référence, en fait, l'interprofessionnalité, on enseigne les compétences du consortium pan-canadien pour l'interprofessionnalité. Alors, j'imagine que tout le monde n'est pas familier avec ce consortium, mais il y a 6 compétences qui sont attendues de la part des étudiants.
pour la collaboration interprofessionnelle, dont le partenariat avec le patient. Et sur la base de ces différentes compétences, on enseigne des outils et des stratégies de travail en équipe qu'on a tiré du modèle Team Steps, qui est américain, mais qui n'empêche fonctionne drôlement bien et est enseigné maintenant dans beaucoup de facultés. Et ce modèle, en fait, préconise que le patient est de facto un membre à part entière de l'équipe de soins. Donc voilà, ça c'était un peu le message que nous, on passe aux étudiants, on essaye de passer depuis 2012, mais je dois vous dire honnêtement que le partenariat patient, il n'a pas tenu quand même une grande place dans notre dispositif. On a Vincent Dumez qui était aimablement venu participer au débriefing de nos simulations et puis qui avait donné aussi une conférence il y a quelques années. Mais en fait, c'est réellement... Puis on a eu 2-3 petits ateliers comme ça qui étaient faits, mais je dirais plus sur le mode témoignage, dont Carole parlait tout à l'heure. Et puis, c'est vraiment cette année-là, en 2020-2021, une année académique, on a engagé, alors là, pour le coup, j'espère en tout cas qu'on est sur la bonne voie, des patients pour travailler à la construction, réellement, au démarrage de la formation avec des enseignants. Donc, voilà. Et puis, on a donné cet atelier plusieurs fois cette année pour à peu près une soixantaine d'étudiants, un petit peu plus, entre 60 et 70 étudiants. Donc, c'est un petit effectif puisqu'on a 1500 étudiants sur les 3 modules, mais on va dire que c'est un pilote et qu'on espère que l'atelier pourra être redonné pour élargir le public. Donc, voilà, c'était des ateliers d'1 heure et demie qui ont été co-construits par des enseignants et des patients qui ont été appariés, on dirait comme ça, ou matchés. Alors, un petit peu, je dirais, selon ma connaissance des uns et des autres, j'ai formé des paires qui me semblaient bien pouvoir fonctionner ensemble. Et puis, il y avait évidemment tout le travail de la logistique autour qui a impliqué la coordination et puis l'organisation, surtout que cette année, ça s'est fait à distance et ce ne sera plus le cas la prochaine fois. Voilà, donc ça représente les différents acteurs qui sont impliqués là-dedans. Et maintenant, pour le contenu, je vais passer la parole à Suzanne et puis Lisa. Merci beaucoup, Joanne. Effectivement, donc après cette présentation du contexte faite par Joanne, nous allons vraiment, dans cette seconde partie, entrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse, donc à travers notre rôle. Alors, Lisa, on ne vous entend plus parce que Joanne a coupé son micro et en fait, on vous entendait par le micro de Joanne. Donc, allumez votre micro, Lisa. Vous m'entendez? Parfaitement. Et parlez proche de votre petit micro blanc, là, parfait. Voilà, vraiment désolée. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je disais que après cette présentation faite du contexte fait par Joanne, nous allons vraiment maintenant entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse, donc à travers notre retour d'expérience à Suzanne et à moi-même. Et pour cela, nous allons très rapidement vous présenter les objectifs qui nous ont été demandés. Puis ensuite, nous allons nous focaliser sur 3 éléments clés. Le premier qui a été ce qui nous a motivé, Suzanne et moi-même, à participer à ces ateliers. Ensuite, le processus tel que nous l'avons mis en œuvre. Et enfin, les freins et les leviers que nous avons pu identifier. Slide suivante, s'il te plaît. Mais avant cela, et en préambule, il est important de souligner 2 points. D'une part, à la lecture de l'appel à communication, plus que illustrer ce qui se fait en matière de partenariat patient dans l'enseignement en santé, nous souhaitons, dans les slides qui vont suivre, vous présenter à partir de notre exemple ce qui a permis d'être en partenariat, bref, les conditions qui l'ont favorisé. Ensuite, second point à souligner, et pour la petite anecdote, c'est moi, la patiente partenaire, qui ai sollicité Josiane et Suzanne pour cette participation. Et elles ont tout de suite répondu favorablement. Et c'est à mon sens un signal fort dans ce changement qui s'opère et dans cette recherche de symétrie et d'équilibre dans la relation. Et donc, j'en profite pour les en remercier. Je passe maintenant la parole à Suzanne
pour identifier les objectifs. Eh bien, bonjour. Voilà, je vais vous présenter les objectifs de l'atelier. C'était d'explorer vraiment la posture du patient partenaire et du soignant partenaire. Parce que je dis explorer parce que c'est quelque chose de nouveau pour la plupart de nos étudiants. Et c'était vraiment, on est parti en exploration. Et le deuxième objectif était qu'ils perçoivent les bénéfices d'être appuyés, en fin de compte, comme soignant par un patient partenaire, au même titre qu'on s'appuierait sur un collègue pour lui demander son avis sur telle et telle chose. Et d'aborder après quelques pistes en pratique, comment mettre en place le partenariat. Et puis, les objectifs d'apprentissage pour les étudiants, à la fin, tout ce qu'on voulait, c'est qu'ils puissent percevoir ces bénéfices mutuels de cette collaboration et qu'ils commencent à entrevoir quelques moyens pour mettre en œuvre cela dans leur pratique. Ce qui m'a motivée, en fait, tout a commencé par une lecture que j'ai faite. Un auteur que j'adore, qui est Martin Winkler, qui a écrit L'école des soignantes. Il n'a pas écrit que ça, bien sûr, mais l'école des soignantes, c'est une utopie qui se passe dans le futur avec une école de soignants, en fait, où les patients partenaires seraient vraiment des enseignants à part entière. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup motivée. Et quand Lisa m'a proposé de faire cet atelier, pour moi, c'était vraiment une fiction devenue réalité. Et dans ma pratique, je vois beaucoup de patients. La quête est sans fin, en fait, d'avoir une relation avec les patients qui soit idéale. Et du coup, je pense que si j'acquiers plus de connaissances à l'aide d'un patient partenaire, je vais arriver à vraiment améliorer ma pratique. Voilà, et mon motto pour finir, c'est j'adore créer des liens, des synergies entre les personnes, donc je suis ravie d'avoir fait sa connaissance. Quant à moi, donc Lisa, la notion de partenariat, elle a très tôt fait partie de mon univers professionnel et de mon parcours de vie, puisque dans mon métier dans la coopération internationale, la question du partenariat, de la collaboration avec différents acteurs est quelque chose de fondamental pour atteindre les objectifs de développement. Ensuite, mon expérience de partenariat en santé s'est traduite par les expériences vécues en tant que proche aidante et par ma propre expérience de la maladie. Et enfin, une étape supplémentaire a été franchie en m'engageant dans le partenariat patient, en rejoignant le programme patient partenaire des hôpitaux universitaires de Genève, et ceci depuis 2 ans maintenant, et en me formant en partenariat. Ce qui a également motivé ma participation, c'était de relever le défi d'intervenir sur le volet enseignement, parce que c'était la première fois qu'on me le proposait, ce qui est également en lien avec mes valeurs de la transmission et de la communication. Enfin, le fait que l'enseignement soit adressé aux étudiants permet aussi d'ancrer ce changement de paradigme dès la formation initiale. Après avoir vu donc, ce qui nous a motivés, Suzanne et moi, donc là, on va vraiment passer au processus tel que nous l'avons mis en œuvre. Et pour décrire le processus, non, moi, ça n'apparaît pas. Voilà, merci. Pour décrire en fait le démarrage de ce processus, il peut être résumé en une phrase, ce n'était pas gagné d'avance. Pourquoi? Parce que comme l'a expliqué Joanne, en fait, c'était la première fois finalement qu'on se retrouvait à faire de la co-animation sur le thème du partenariat. Et je me suis retrouvée effectivement à co-animer donc cet atelier avec Suzanne, mais malheureusement, lors de la rencontre en présentiel, qui était finalement la seule rencontre qui nous était qui a été organisée pour qu'on puisse mieux connaître le CIS, mieux connaître cette semaine de l'interprofessionnalité et aussi commencer à réfléchir sur l'atelier qu'on devait construire, malheureusement, Suzanne était prise par d'autres engagements et donc elle n'a pas pu être présente. Donc, c'était une première occasion ratée de nous rencontrer.
Ensuite, donc deuxième étape, il y a eu des échanges de mails entre les membres de l'équipe et auxquels Suzanne a pris part. Mais là aussi, il y a eu des malentendus, il y a eu des confusions dans ce qui a été dit. Et donc là aussi, on sentait que la rencontre, elle avait vraiment du mal à se mettre en place. Malgré tout, en fait, nous, on est tellement motivés, on était tellement intéressés et de pouvoir co-animer cet atelier qu'on a vraiment tenu bon et on a fixé un rendez-vous, en tout cas une rencontre téléphonique pour pouvoir enfin discuter et échanger sur la co-animation de cet atelier. Et c'est là, j'ai envie de dire qu'un miracle s'est passé, mais ce miracle, on l'a provoqué, hein, il n'est pas venu du ciel. Et en fait, il y a eu un point de bascule qui s'est produit et la rencontre a enfin pu avoir lieu. Et cette rencontre, si elle s'est faite pour plusieurs raisons. Et là, j'aimerais citer le philosophe Charles Pépin qui dit que pour que la rencontre, c'est se rencontrer, c'est d'abord mettre en œuvre des attitudes et comportements permettant cette rencontre. Et en effet, nous avons été dans la disponibilité nécessaire pour aller à la rencontre de l'autre. Nous avons pris le temps. Nous étions présentes l'une à l'autre, nous étions dans une écoute active et respectueuse. Nous étions dans une vraie bulle d'intimité qui a duré plus de 2 heures et à ce moment-là, on a véritablement commencé à danser la relation. Et là, je donne la parole à Suzanne pour poursuivre un peu sur ce processus. Oui, moi, j'ai aussi vécu ce moment-là. Alors, Suzanne, allumez votre micro. Oui, voilà, oui, c'est bon. Oui, j'ai aussi vécu ça comme le point de bascule dans notre relation. Et ce qui était surprenant, c'est que ça s'est fait par téléphone. On peut penser des fois que le téléphone est moins bien que Zoom ou je ne sais pas quoi, mais finalement, ça donne une certaine intimité. Et on était les deux, chacune chez elle, je pense, et on était complètement l'une avec l'autre. Il n'y avait pas de distraction d'image, pas de messages qui apparaissaient sur nos écrans, etc. Donc, on était en vraie relation par téléphone, tout bêtement. Et voilà, ça a commencé là. Après, c'était très facile. Alors, l'étape 4, c'était très facile. Lisa m'envoyait le premier draft. Après, moi, je mettais mes idées. Après, elle me renvoyait le second draft. Enfin bref, on a vraiment co-construit cet atelier d'1 heure et demie qu'on devait animer au mois de janvier. Et après, on est arrivé sur le lieu de la co-animation. On a décidé de le faire, nous deux, en présentiel, avec tous les étudiants étaient à distance, mais on avait besoin d'être dans la même pièce. Comme ce soir, on est dans la même pièce aussi. Donc, parce que pour sentir l'énergie de l'autre, c'est assez important. Et donc, du coup, on a co-animé et ça s'est super bien passé. Et en fait, moi, je me réjouis parce que c'est qu'un début. En fait, on voit la cible là, mais elle n'est pas tout de suite là. En fait, on va continuer notre chemin, en fait. Suivant. Donc là, on arrive au troisième point, qui sont les leviers et les freins. Donc on va commencer par les leviers. Lisa, oui. À chaque fois, j'oublie, je suis vraiment désolée. Hein. On est tellement concentré dans la présentation qu'on oublie les aspects techniques. Donc, je disais que là, on arrive au troisième point qui sont donc les leviers et les freins. Et en fait, on a identifié 10 leviers et on les a représentés avec ce nuage de mots, mais on va vous les lire. Le premier levier, donc pour que justement il puisse y avoir ce partenariat, un des leviers, c'est justement de pouvoir se rencontrer. Ça, on l'a suffisamment répété, qu'il y ait des affinités qui soient présentes, car c'est cela qui va permettre de transmettre un langage verbal et non verbal qui va être ressenti par le public cible. Et puis, on va devoir s'adapter aux obstacles qui peuvent surgir en cours et aux attentes du public. Cette année, elle était truffée d'obstacles techniques et heureusement, voilà, on a su s'adapter finalement. Voilà, en année Covid, c'est important. Troisième levier, c'est de savoir dire « je ne sais pas » et vraiment savoir faire preuve d'humilité, autant de la part des professionnels de santé que des patients partenaires.
Un autre aspect, c'était la taille du groupe qui était très important. Donc, le groupe n'était pas important, justement, mais la taille est importante parce que ça a permis des échanges très intimes, finalement, avec ces étudiants qui ont pu et su poser des questions qui leur tenaient à cœur, vraiment. Cinquième levier, c'est savoir doser la partie témoignage selon si on se sent safe ou pas. C'est-à-dire, ce qu'on veut dire par là, c'est que moi, je sais que je ne vais exprimer ou je ne vais partager mon parcours de santé qu'en fonction de comment je vais me sentir avec les personnes qui vont être en présence ou pas. Donc, je sais pas parce que initialement, il était prévu que mon Alors, je crois que la connexion de Lisa a dû sauter un tout petit peu. Peut-être, Suzanne, votre connexion fonctionne. Par contre, celle de Joanne semble sauter aussi. C'est bon, Lisa, vous êtes revenue? D'accord, super. Là, je m'entends en écho. Oui, mais c'est parce que Joanne n'avait pas coupé son micro, mais je viens de faire. Allez-y, Lisa. Est-ce que vous avez entendu le cinquième levier, donc, qui est celui justement de savoir doser sa partie témoignage et se sentir safe ou pas quand il s'agit d'exprimer son parcours de malade. On passe au sixième levier. Oui, il faut garder l'esprit grand ouvert et une capacité d'écoute active. Et il faut avoir envie d'aller en direction de l'autre. Et ça, c'est très important pour la co-animation. Septième levier, avoir une certaine aisance à l'oral et sans forcément avoir une formation en pédagogie, savoir construire un discours qui permet de maintenir le cap sur les objectifs initiaux. Huitième levier. Et puis, c'est important de bien vivre la complémentarité pour la transmettre aux étudiants, la complémentarité des savoirs. En fait, il ne faut pas se sentir menacé par l'autre, mais avoir une vraie aisance à partager ensemble nos savoirs. Et l'avant-dernier levier, c'est avoir la distance nécessaire par rapport à son propre vécu de la maladie. Dans les intervenants, les intervenantes en première partie, ça a été bien exprimé, hein, qu'il faut effectivement avoir fait un travail déjà personnel sur son propre parcours pour se sentir relativement à l'aise et en confiance pour pouvoir s'exprimer et structurer aussi ses propos et qu'on ne soit plus effectivement dans simplement du témoignage, mais qu'on soit vraiment dans une co-construction de quelque chose qui apporte et qui puisse se transmettre, on soit vraiment dans une transmission de savoir expérientiel. Et enfin, le dixième levier. Et le dixième levier, en fait, nous, on a beaucoup intégré aussi les étudiants dans on a pris soin qu'ils aient le temps de bien se présenter pour pouvoir favoriser la rencontre des pluralités, des perceptions, pour initier le dialogue et puis favoriser leur apprentissage. Et enfin, les freins. Alors, je vais passer très rapidement parce que je pense qu'on arrive pratiquement à la limite du temps et j'aimerais vraiment que Joanne puisse terminer sur les perspectives. Au niveau des freins, on en a identifié trois principalement. Le premier, et là, je veux vraiment souligner qu'il s'agit bien de cette expérience qu'on a vécue. Hein. Donc, il ne faut pas généraliser. Mais par rapport à cette expérience, on pense que ça serait important de pouvoir encourager l'accompagnement pour la co-animation. Important également de former autant les professionnels de santé que les patients partenaires et être également engagé dans l'évaluation et le suivi. Et là, je donne la parole à Joanne pour la dernière partie sur les perspectives. Et vraiment, 30 secondes. Voilà, donc l'expérience, elle a été évaluée par questionnaire auprès des étudiants. Les retours, ils étaient absolument excellents. Bah, évidemment, enfin, en général, la satisfaction est bonne. Là, ce qui était vraiment plus frappant, c'était les messages qui ont été retenus en fait sur la notion de symétrie dans la relation partenariale. Donc, que ce soit pour le binôme de Suzanne et Lisa, mais pour les autres binômes qui ont enseigné aussi, les étudiants ont retenu
l'importance et la qualité des relations symétriques et du partage des savoirs, enfin de la complémentarité des savoirs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que en fait, l'expérience de l'enseignement, enfin, il faut des professionnels de l'enseignement aussi, puis c'est ce que disait Lisa tout à l'heure, c'est que partir sans formation pour enseigner comme ça, c'est compliqué. C'est une source de stress qui est assez importante. Hein, ça, c'est le retour qu'ont fait les patients. Et puis, qu'il est indispensable qu'il y ait un débriefing systématique qui suit le moment de la formation. Parce que pour le retour d'expérience, pour le partage, pour la diminution du stress aussi. Et puis, voilà, ces quelques considérations-là, elles nous amènent maintenant à développer aussi des pistes de recherche et puis en collaboration de nouveau avec des patients pour explorer en fait les bonnes conditions du partenariat dans l'enseignement. Et je crois que vous l'avez dit comme ça, on aimerait bien maintenant réussir à le formaliser finalement scientifiquement sur le fait que voilà, les patients ne sont pas des marionnettes, comme ils l'ont dit très justement. Et puis, une des idées dans la recherche aussi, évidemment, c'est de mesurer quand même l'impact d'un enseignement fait par le patient versus sans le patient. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les étudiants? Parce que là, on a des retours, mais finalement, c'est une évaluation, mais ce n'est pas encore systématisé dans une question de recherche. Et puis, ce qu'on aimerait à terme, bien sûr, et puis ça a été dit déjà tout à l'heure, c'est quand même, parce que là, les patients ont été rémunérés pour ces prestations. Maintenant, ça reste ponctuel et que l'idée, ce serait quand même qu'on ait des patients qui puissent être intégrés dans notre équipe interprofessionnelle comme ça devrait l'être. Et puis voilà, ça suppose quand même d'aller chercher les moyens de le faire. Voilà. Merci à toutes les trois pour votre intervention. Je me permets de reprendre le fil. De votre attention. Je me permets de reprendre le fil et de vous prévenir qu'on va juste réduire un petit peu le temps de questions-réponses là, qui devait être de 10 minutes parce que vous avez un peu dépassé pour laisser vraiment le temps aussi derrière et qu'on pourra vous retrouver de toute façon au moment de la foire aux questions juste aussi derrière. On va vous donner 2-3 questions quand même. Dès que vous avez pris la parole et que vous avez parlé, notamment Joanne, du fait que ça allait être sur des simulations, qu'il y avait des patients simulés et tout ça, il y a eu tout de suite un petit débat dans le chat. Donc, je me permets de vous poser les questions. Les patients simulés sont-ils des vrais patients? Et sinon, pourquoi ne pas travailler directement avec des vrais patients? Quelle différence avec les patients standardisés? Est-ce que toutes les trois, vous pouvez un petit peu vous positionner là-dessus par rapport à votre enseignement? Moi, ok. Alors, en fait, ça ne répond pas du tout aux mêmes objectifs pédagogiques. Quand on engage un patient simulé, c'est qu'on veut entraîner une compétence particulière chez l'étudiant. Donc, par exemple, on veut lui faire entraîner, si je dis anamnèse, est-ce que tout le monde comprend, mais le recueil de l'histoire, non, le recueil de l'histoire du patient. Par exemple, on a un scénario où il y a un patient qui se plaint d'une douleur digestive, une douleur au ventre. Eh bien, on va former le patient à répondre spécifiquement aux questions de l'étudiant sur sa douleur au ventre. Puis évidemment qu'il y a les aspects relationnels qui rentrent en ligne de compte parce que c'est comment l'étudiant va investiguer cette douleur tout en prenant en considération le patient. Mais c'est parce que notre objectif, c'est de lui faire travailler l'examen clinique, enfin l'auscultation abdominale et puis le recueil de l'histoire sur une problématique digestive. Le vrai patient, ça n'a pas d'intérêt parce que tous les patients sont différents et donc ils ne vont pas présenter la même maladie, la même pathologie, les mêmes symptômes. Donc, ce qui fait que tous les étudiants ne vont pas pouvoir travailler cet examen digestif parce que tous les patients sont différents. Donc, ce qui fait qu'il y aura des disparités dans la formation des étudiants, puis nous, on voudrait que ce soit équitable pour chacun. Maintenant, les patients... Alors, je vais répondre à la question qui arrive dans le chat en même temps. Les patients partenaires qui commencent à travailler réellement avec nous, eux, ils vont travailler sur les aspects du partenariat réellement, ils vont enseigner ce que c'est que le partenariat pour l'instant.
Voilà. Et donc, oui, dans ce contexte-là, puisqu'ils ne sont pas engagés encore dans les simulations, ils ne participent pas encore au débriefing, mais si on travaille en simulation le partenariat, alors avec des patients partenaires, alors évidemment, ils participeront au débriefing. Merci de votre explication, Joanne, à ce questionnement. Il y avait une deuxième question, qui est une deuxième agitation, on va dire, un petit peu du chat au moment où vous avez commencé à parler d'engager la danse. Je crois que c'est Lisa, en fait, avec le trimestre, mais tout de suite, ça a fait écho chez un certain nombre là, de participants. Et du coup, vous avez aussi évoqué la notion d'intimité. Et on s'imagine voilà, danser le tango un petit peu avec un décor assez rapproché, finalement. Est-ce que cette notion d'intimité, elle vous semble une notion vraiment indispensable? C'est la première question. Et puis la deuxième, c'est est-ce que du coup les enseignants ou les professionnels enseignants sont prêts en fait à vivre cette intimité? Alors, si je comprends bien, la première partie de la question, elle est pour moi. Alors, est-ce que cette intimité... peut-être, les deux parties. Est-ce que cette intimité est indispensable? Je crois que dans ce qu'on a dit dans les leviers, on a mentionné le fait de s'adapter. Donc, j'ai envie de dire que on le sait, on est patient partenaire, on est là avec un savoir expérientiel. On sait qu'on témoigne, on s'exprime aussi, on illustre notre intervention avec notre parcours lié à la maladie. Mais j'ai vraiment envie de dire, et là, l'expérience qu'on a vécue dans cet atelier, quand au début, on m'a dit, écoute, Lisa, ça va être par Zoom, hein, les étudiants seront par écran interposé. Moi, j'ai dit, hors de question que j'exprime, que je raconte ma vie, quoi. Je raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, j'avais partagé avec l'équipe en disant, non, moi, je ne raconterai pas parce que j'ai besoin d'être justement dans cette intimité de la relation avec les personnes, avec les étudiants qui me regardent dans les yeux, que je sente un lien, une relation de confiance. Et si je ne sens pas ça, je ne partage je me sens pas de partager. Et après, c'est pour ça que je parlais vraiment de s'adapter. Et après, et tout à l'heure aussi, Suzanne parlait des énergies aussi, la manière, la configuration dans laquelle nous étions, déjà on était toutes les deux présentes dans la salle, on a co-animé ensemble, donc il y avait vraiment une relation safe, il y a un environnement safe qui était déjà là. On a mentionné aussi tout à l'heure que les étudiants, c'était un petit groupe de 5 étudiants, donc on pouvait les regarder les yeux dans les yeux, et je me suis moi-même surprise à partager des choses de mon intimité que je ne pensais absolument pas raconter lors de cet atelier. Donc, je ne peux pas donner une réponse générale, j'ai envie de dire, c'est vraiment au cas par cas et au feeling et comment on sent l'environnement. Peut-être qu'avec d'autres étudiants et peut-être avec le même nombre d'étudiants, en tout cas avec la même quantité, je ne me serais peut-être pas du tout sentie à l'aise et j'aurais été beaucoup plus générale. Et donc, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas donner une réponse générale. Et j'ai oublié la seconde partie de la question. C'était quoi? La seconde partie de la question, c'était plutôt sur les professionnels de santé. Est-ce qu'ils sont prêts finalement à vivre cette intimité? Et au regard de ta première, du coup, au regard aussi de ta première réponse. Si je reprends l'exemple avec Suzanne, donc dans cette bulle d'intimité dans laquelle on était, justement pour qu'il y ait cette rencontre, et comme justement il y avait vraiment cette disponibilité, elle était prête à écouter, parce que moi je voulais, parce qu'on devait justement réfléchir à comment nous allions co-animer cet atelier, mais si je ne lui avais pas partagé mon parcours, mes ressentis, les obstacles ou comment les choses se sont passées, elle n'aurait pas compris mon expérience par rapport à ça. Et donc, comme elle était dans la disponibilité nécessaire pour être dans l'écoute et pour être dans la présence et pour accueillir ce que j'avais à lui dire, la chose s'est extrêmement bien passée. Et donc là aussi, pour les professionnels de santé, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils sont dans la disponibilité pour
être également dans cette écoute. On sait très bien que dans le contexte dans lequel ils évoluent, hein, le stress, le temps qui est souvent très limité, etc., on n'a pas toujours cette disponibilité-là. Donc, encore une fois, je me répète un peu peut-être, j'ai envie de dire, il faut s'adapter, il faut voir dans quelle situation on est prêt aussi à s'exprimer. Et puis, effectivement, autant il y a plusieurs profils de patients partenaires, autant il y a plusieurs profils justement de professionnels de santé, et certains sont encore un peu en mode résistance ou en mode, voilà, c'est difficile pour eux de rentrer un peu sur ce côté, j'ai envie de dire, un peu émotionnel. Et là aussi, s'ils ne sont pas prêts, la danse, on la dansera une prochaine fois. Merci Lisa. Je suis obligée d'accueillir. On est bavard. On est bavard en Suisse. Hein. C'était super. Merci à toutes les trois. Et on vous retrouve à la foire aux questions tout à l'heure. Merci à vous. Merci pour votre présentation.